La matinée avait commencé dans le calme, comme on en voit rarement quand un événement inattendu va bouleverser notre tranquillité. Je m'appelle Candace, j'ai 29 ans, et rien ne laissait présager que ma journée serait de celle qu'on ressasse longtemps après. Tout a basculé lorsque j'ai aperçu un paquet soigneusement emballé sur le pas de ma porte, sans la moindre explication. À l'intérieur, une bouteille de vin accompagnée d'un petit mot de ma sœur, offrande de paix. Mais son écriture trahissait une certaine raideur, inhabituelle chez elle. Guidé par un malaise aigu et irrationnel, j'ai rangé la bouteille dans le placard de la cuisine sans l'ouvrir. Le moment choisi, la formulation, le silence qui a suivi son geste, tout cela m'a paru pesant, impossible à ignorer. Le lendemain matin, avant même d'avoir versé mon premier café, un message est apparu sur mon écran, 5 mots seulement. Ma sœur demandait « Tu l'as déjà bu ?» Et tout mon corps a réagi avant même que mon esprit ait pu comprendre la question. J'ai répondu « Je l'ai eu hier soir », espérant que ce mensonge apaiserait l'étrange urgence qu'elle dissimulait. Au lieu de cela, l'atmosphère autour de moi sembla plus lourde, comme si j'avais pénétré dans un lieu que je n'aurais jamais dû toucher. 30 minutes plus tard, la sonnette retentit sans cesse avec une insistance qui me fit sursauter. Quand j'ouvris la porte, 2 policiers se tenaient sur le perron. Leurs expressions ne laissaient aucun doute, il ne s'agissait pas d'un malentendu. Ce qui suivit se déroula plus vite que je ne l'aurais imaginé. Si vous pensez qu'un simple cadeau entre sœurs ne devrait jamais entraîner l'intervention de la police, détrompez-vous, car ce qui se produisit ensuite révéla toute la vérité au sein de ma famille. Avant même que je comprenne ce qui se passait, la situation avait pris une tournure bien plus grave que prévu, et les policiers qui entraient dans mon salon affichaient une concentration telle que l'atmosphère devenait pesante. L'agent plus âgé commença par expliquer qu'ils intervenaient suite à un signalement concernant une bouteille de vin potentiellement altérée. Il parlait avec précaution, comme s'il choisissait chaque mot pour ne pas m'inquiéter trop vite. J'écoutais en essayant de calmer ma respiration, car l'idée qu'une telle intervention soit nécessaire chez moi me perturbait profondément. Il me demanda de décrire précisément comment la bouteille non ouverte était arrivée. Je lui racontai donc qu'elle avait été déposée devant ma porte dans un petit paquet, accompagné d'un mot de ma sœur Lily. Ce mot, une offrande de paix, m'avait paru étrange à la lecture. J'évitais de mentionner les détails sans rapport avec l'enquête, comme les différences d'âge ou les anecdotes, car sa question était précise et directe. Je me concentrais sur l'appel unique du livreur, sur le fait que le paquet était intact et que j'avais rangé la bouteille dans un placard après avoir renoncé à l'ouvrir, un malaise persistant plus fort que le geste lui-même. Le plus jeune des 2 agents examina l'armoire et photographia la bouteille sous plusieurs angles avant de la placer dans un sac à preuves. Il expliqua que le laboratoire l'analyserait afin de détecter toute trace de falsification et que ce processus exigeait de la rapidité, car tout retard pourrait compromettre les résultats. Lorsque je leur demandai qui avait déposé la plainte, les 2 agents échangèrent un regard silencieux qui me mit immédiatement mal à l'aise. L'agent le plus âgé déclara qu'il ne pouvait pas divulguer cette information à ce stade, car la personne qui avait signalé le problème pouvait être considérée comme faisant partie de l'enquête en cours. Son ton me laissa un sentiment mêlé de gratitude et de crainte, car il était clair que quelqu'un pensait que la bouteille représentait un danger, mais ne m'avait pas contacté directement. Avant de partir, ils me demandèrent de ne plus ouvrir de colis ressemblant au premier et m'avertirent que même les cadeaux provenant de sources familières devaient rester intacts jusqu'à nouvel ordre. Leur prudence accentua la tension dans ma poitrine, car l'idée de considérer des objets ordinaires comme des menaces potentielles me paraissait surréaliste. J'acquiesçai à leurs instructions, même si j'avais du mal à concevoir que quelqu'un puisse m'envoyer quelque chose nécessitant des analyses médico-légales. Après leur départ, je suis resté dans l'entrée, repassant en boucle la question que Lily m'avait envoyée le matin même. Quand elle m'avait demandé « Tu l'as déjà ?» j'avais mis ça sur le compte d'un moment de gêne entre sœurs qui se disputent souvent. Maintenant, ces mots résonnaient en moi avec un poids qui ne voulait pas s'estomper. J'ai essayé de l'appeler, car j'avais besoin de comprendre ce qu'elle attendait et pourquoi elle avait posé la question avec autant d'urgence, mais elle n'a pas répondu. Elle m'a juste envoyé un court message. Je voulais juste qu'on passe à autre chose, ce qui ressemblait plus à des excuses qu'à une explication. Quand je lui ai demandé directement si la bouteille avait un problème, elle m'a répondu en insistant sur le fait que les policiers avaient du mal comprendre quelque chose et qu'elle n'avait rien à voir avec leur enquête. Son ton méprisant n'a fait qu'accroître ma confusion, car j'avais l'impression qu'elle esquivait le problème au lieu de l'aborder. Je fixais ses messages, essayant de comprendre si elle avait peur, si elle était en colère, ou si elle cherchait simplement à se défiler face à une situation qu'elle préférait ne pas expliquer. Le silence qui suivit me fit comprendre qu'obtenir des réponses de sa part ne serait pas chose aisée, et l'incertitude entourant le rapport ne fit qu'accroître mon anxiété. Je ne pouvais me défaire de l'idée que quelqu'un en savait plus qu'il ne voulait bien le dire,
et que cette connaissance planait sur moi comme une menace que je n'avais pas encore appris à déchiffrer. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone s'illumina, un numéro inconnu sonna. Je me figeai sur place, une angoisse sourde m'envahissant avant même que je ne touche l'écran. Je répondis avec une curiosité prudente, attendant une brève pause d'une intensité inhabituelle, comme si mon interlocuteur hésitait à raccrocher. Lorsqu'il se présenta enfin, Mark Turner, le mari de ma sœur. Ma prise sur le téléphone se relâcha, car sa présence dans cette situation était totalement inattendue. Mark baissa la voix en me demandant un instant de l'écouter, adoptant un ton plus urgent que poli. Je lui demandai pourquoi il m'avait appelé directement au lieu de laisser Lily gérer la situation. Il reprit son souffle avant de dire « Je tiens à ce que tu l'entendes de ma bouche, car tu ne te rends peut-être pas compte du danger que tu as failli courir. » Le poids de ces paroles me fit battre le cœur à tout rompre tandis que je me réfugiais dans un coin plus tranquille de la pièce, essayant de ne pas imaginer le pire. Il expliqua qu'il avait contacté la police plus tôt dans la journée après avoir remarqué que Lily avait manipulé la bouteille de vin avec des gestes qu'il interprétait comme de la dissimulation plutôt que comme un simple emballage cadeau. Il la décrivit en train de se pencher au-dessus du comptoir avec une précision hésitante, marmonnant tout en déplaçant la bouteille à plusieurs reprises. D'après lui, elle sursautait chaque fois qu'il entrait dans la cuisine, comme si elle craignait qu'il ne s'interroge sur ses intentions. Il dit avoir eu un haut-le-cœur lorsqu'elle déposa le paquet terminé près de la porte avec une expression indéchiffrable. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il ajouta « Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui essayait de s'excuser auprès de sa sœur. » Je lui ai demandé comment il savait que la bouteille m'était destinée, et il m'a répondu que Lily avait murmuré quelque chose comme « Elle comprendra enfin », quand elle aurait noué le ruban. Cela l'avait tellement inquiété qu'il était resté éveillé longtemps après qu'elle se soit endormie. Il a admis avoir songé à m'appeler pendant la nuit, mais n'avait pas réussi à rompre le calme fragile qui régnait dans la maison. Son hésitation s'est dissipée lorsqu'il a constaté la disparition du vin dans la cuisine le lendemain matin, ce qui l'a poussé à contacter les autorités avant que Lily ne se réveille. Pendant qu'il parlait, je m'efforçais de calmer ma respiration, car chaque élément de son récit faisait basculer la situation dans une dimension à laquelle je ne m'attendais pas. Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de tout révéler maintenant, et Mark a répondu qu'il craignait des conséquences juridiques si quelque chose m'arrivait, et il est resté silencieux. Il a précisé qu'il tenait à se protéger. Pourtant, il était sincèrement inquiet pour ma sécurité après avoir vu Lily commencer à agir d'une manière qu'il ne comprenait plus. Son honnêteté, bien qu'imparfaite, révélait un homme tiraillé entre loyauté et peur. Il a admis que la vie avec Lily était devenue imprévisible, les disputes s'envenimant avant qu'il ne puisse intervenir. Il a décrit des nuits où elle s'agitait, faisant les 100 pas, attrapant des objets sans but précis, comme si elle cherchait quelque chose d'égaré. Il m'a conseillé d'éviter toute confrontation directe, car il pensait qu'elle interpréterait toute remise en question comme une trahison. Mark m'a averti que Lily ne réfléchissait pas clairement et pourrait réagir impulsivement si elle sentait que son plan avait été découvert. Son ton trahissait un regret poignant lorsqu'il a dit « J'aurais dû intervenir plus tôt, mais j'espérais que les choses s'arrangeraient. » Elles ne l'ont jamais été. Ses aveux m'ont laissé sans voix et m'ont fait réaliser qu'il avait plus peur de Lily que je ne l'avais jamais été, m'obligeant à reconsidérer tout ce que je croyais savoir de leur mariage. Le choc a été brutal lorsqu'il a confirmé que Lily n'avait pas appelé la police et ignorait tout de l'enquête la concernant. J'ai eu du mal à répondre, car ce détail avait bouleversé toute l'histoire ces dernières heures. Apprendre que la personne intervenue n'était pas ma sœur, mais l'homme le plus proche d'elle, a ébranlé ma compréhension de leur relation et de mon rôle dans cette crise. J'ai remercié Mark de m'avoir contacté, même si les mots me semblaient impuissants face à la complexité de ce qu'il venait de révéler. 2 jours plus tard, j'ai enfin reçu l'appel que j'attendais, et dès que j'ai entendu la voix du policier, mes épaules se sont raidies, comme si mon corps pressentait déjà les conséquences de cette révélation. Il m'a expliqué que l'examen préliminaire soulevait des inquiétudes quant à une possible manipulation. Et bien qu'il ait évité de tirer des conclusions hâtives, ses pauses mesurées dans ses phrases m'ont indiqué que la situation était plus grave qu'il ne pouvait le révéler à ce stade. Il a précisé que le flacon avait été transféré pour des analyses spécialisées et qu'ils avaient besoin de ma coopération pour la suite, notamment un entretien de suivi une fois le rapport complet reçu. J'ai acquiescé, tentant de calmer ma respiration tandis que chaque détail qu'il partageait me donnait l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps planté devant mon téléphone avant de me décider à parler directement à Lily, car son silence me pesait toujours. Quand elle a décroché, pas un mot de bonjour, pas la moindre trace d'inquiétude. Dès que j'ai tenté de lui expliquer la situation, elle m'a interrompu avec une accusation cinglante. Je cherchais à la piéger pour quelque chose qui ne la concernait pas.
Elle prétendait que l'intervention de la police était ma façon de la punir pour des problèmes dont elle n'avait jamais cru l'existence, et l'hostilité dans sa voix est montée si brusquement que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle insistait sur le fait que la bouteille n'était qu'un simple geste et que j'étais déterminé à déformer ses intentions pour me faire passer pour une victime. La conversation a dégénéré si vite que j'ai à peine reconnu la personne à l'autre bout du fil, car son attitude défensive ressemblait moins à de l'indignation qu'à la tentative désespérée de se justifier et d'échapper à une vérité qu'elle refusait de révéler. Après avoir raccroché, le poids de cette conversation persistait. J'ai contacté quelques proches pour y voir plus clair, mais j'ai réalisé à quel point la famille était divisée. Certains pensaient que j'exagérais et insistaient sur le fait que Lily n'agirait jamais de façon imprudente. Ils répétaient que ce cadeau n'était qu'un malentendu, aggravé par ma supposée sensibilité, et leur ton laissait clairement entendre que c'était moi qui perturbais l'équilibre familial. D'autres, plus bas, reconnaissaient avoir remarqué des changements inquiétants dans le comportement de Lily bien avant cet incident, même si aucun n'avait imaginé que la situation dégénérait au point de nécessiter l'intervention de la police. Une cousine m'a confié s'être éloignée de Lily des mois auparavant, après avoir constaté ses sautes d'humeur imprévisibles qui rendaient toute conversation délicate. Ces opinions divergentes ont créé une tension palpable, me donnant l'impression d'être prise au piège d'un conflit que personne ne souhaitait affronter directement. Chaque tentative pour expliquer ce que les policiers me disaient ne faisait qu'accentuer le fossé. Ceux qui défendaient Lily rejetaient catégoriquement l'enquête, tandis que les autres me conseillaient d'être prudente avec elle. Gérer ces réactions m'épuisait, car je me surprenais à avoir des inquiétudes légitimes qui auraient dû être évidentes pour quiconque était prêt à regarder au-delà du déni. J'ai compris que le chaos qui entourait cette situation ne provenait pas uniquement de l'alcool, mais d'années de conflits non exprimés que chacun avait choisi d'ignorer jusqu'à présent. Un changement est devenu évident lorsque Mark a cessé de protéger Lily des conséquences de ses décisions. Le changement de ton lors de nos brèves conversations a révélé un homme qui ne reconnaissait plus la femme avec laquelle il vivait. Il n'édulcorait plus ses propos lorsqu'il parlait d'elle, n'essayait plus de justifier son comportement par un stress passager. Au contraire, il parlait avec une résignation silencieuse qui laissait clairement entendre que quelque chose s'était brisé dans leur mariage d'une manière peut-être irrémédiable. En l'entendant, j'ai réalisé avec un certain malaise que les dégâts allaient bien au-delà de l'enquête. Quelques jours plus tard, Mark a demandé à me rencontrer dans un lieu neutre. Bien que son message fût bref, la façon dont il l'avait formulé laissait clairement entendre que ce qu'il avait à partager pouvait changer le cours des événements. J'avais choisi un café tranquille en périphérie de la ville, car la distance me permettait de prendre suffisamment de recul par rapport au bruit qui régnait dans ma vie depuis le début de l'enquête. À mon arrivée, Mark était déjà assis, le visage marqué par une tension que je ne lui avais jamais vue. Il attendit que je m'installe sur la chaise en face de lui avant de fouiller délibérément dans son sac à dos et de me révéler lentement à quel point il avait hésité à apporter ce qu'il allait me montrer. Mark posa son téléphone sur la table et ouvrit un dossier contenant des enregistrements de leurs caméras de surveillance, expliquant qu'il avait visionné les images après s'être senti mal à l'aise face au comportement de Lily le jour où elle avait envoyé la bouteille. La première vidéo montrait Lily sortant et regardant autour d'elle à plusieurs reprises avec une agitation fébrile qui laissait penser qu'elle avait peur d'être observée. Elle portait la bouteille de vin enveloppée dans un torchon au lieu de son emballage d'origine, ses mains se déplaçant avec une précision précipitée qui contrastait avec l'explication calme qu'elle m'avait donnée plus tôt au sujet de l'envoi d'une offrande de paix. Alors qu'elle déposait la bouteille dans le carton, elle marqua une longue pause, comme si elle répétait des excuses pour plus tard, et cette hésitation me glaça le sang. Mark afficha ensuite une série de messages que Lily avait échangés avec son ami, et le ton de ces conversations révéla des intentions qui anéantirent tout espoir de malentendu. Elle faisait allusion à son plan de manière indirecte, mais avec une joie manifeste à l'idée que je comprenne enfin les limites une fois le cadeau reçu. Ses propos étaient suffisamment vagues pour qu'elle pense sans doute se protéger. Pourtant, le contexte rendait ses motivations indéniables. Mark expliqua qu'il avait imprimé des copies pour les inspecteurs car il pensait que les dissimuler le rendrait complice, et cette pensée l'avait hanté pendant des jours avant qu'il ne se décide enfin à agir. Je lui demandai comment la police avait réagi lorsqu'il leur avait remis les documents, et il me répondit qu'il les avait considérés comme des preuves importantes susceptibles de faire basculer l'affaire dans une catégorie plus grave. Une fois l'analyse finale du laboratoire terminée, il décrivit la réaction de la police d'un ton prudent, comme si le fait de revivre ce moment l'avait forcé à prendre conscience de la gravité de prendre parti contre son propre mari. Il lui avait demandé des déclarations et posé plusieurs questions complémentaires pour clarifier la chronologie des événements. Et bien qu'il ait pleinement coopéré, il admit avoir ressenti un mélange de honte et de soulagement tout au long de la procédure. Son conflit moral était évident. Pourtant,
Sa conviction que la vérité primait sur la loyauté dans un mariage brisé révélait à quel point les choses s'étaient dégradées à huis clos. La nouvelle de son implication parvint au reste de la famille plus tôt que prévu, et les conséquences accentuèrent les divisions déjà apparues depuis le début de l'enquête. Certains proches accusèrent Mark d'avoir trahi Lily et refusèrent de reconnaître la gravité de ses actes, tandis que d'autres le remercièrent en privé d'avoir parlé, car ils estimaient que la situation avait dépassé le point où le silence pouvait protéger qui que ce soit. J'ai vu la famille se diviser en camps opposés, le déni devenant de plus en plus flagrant chaque fois que quelqu'un insistait sur le fait que Lily n'aurait jamais agi avec de mauvaises intentions, malgré les preuves de plus en plus accablantes. Tandis que Mark poursuivait son discours, il reconnut que Lily avait changé de version à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires par la police. Ses explications se contredisaient constamment, et chaque version contredisait la précédente avec une telle incohérence que les enquêteurs la relevèrent. Sa crédibilité s'effritait rapidement, et si Mark n'appréciait guère d'assister à cet effondrement, il reconnut que la rupture avait révélé des aspects de sa personnalité qu'il avait ignorés pendant des années. À la fin de notre conversation, je compris avec une douloureuse clarté que les agissements de Lily avaient franchi une limite que je pensais infranchissable. Le danger n'était plus une simple hypothèse. Il était réel, avéré et étayé par le témoignage de la personne qui la connaissait le mieux. Je quittai la réunion en sachant que la suite des événements bouleverserait la famille à jamais, et que plus rien ne serait jamais comme avant. Une tension palpable s'installa la semaine suivante, tandis que l'enquête progressait avec une détermination qui témoignait de la conviction des détectives d'être sur le point de découvrir la cause de cette série d'événements choquants. Lorsqu'ils m'ont recontacté, leurs questions étaient plus précises, signe qu'ils avaient un cercle de témoins plus étendu et une compréhension plus fine des schémas qu'ils cherchaient à établir. J'avais l'impression que leurs investigations convergeaient vers une histoire que je n'avais jamais vraiment affrontée, une histoire liée au comportement de Lily bien avant que la bouteille de vin n'arrive chez moi. Les inspecteurs m'ont expliqué avoir mené une nouvelle série d'entretiens avec des proches ayant côtoyé Lily dans les mois précédant l'incident, et d'après eux, les réponses révélaient des détails troublants. Plusieurs membres de la famille se souvenaient de disputes passées qui semblaient toujours dégénérer dès que mon nom était mentionné, comme si cette simple évocation réveillait en elles quelque chose de fragile. Ils ont décrit des épisodes qui laissaient présager un ressentiment latent, et bien qu'aucun d'eux n'ait auparavant fait le lien entre ces moments et une potentielle escalade, le schéma est apparu avec une clarté inquiétante à mesure que les enquêteurs rassemblaient leurs témoignages. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était la décision des inspecteurs de perquisitionner le box de stockage de Lily après avoir obtenu un mandat du tribunal sur la base des éléments déjà fournis par Mark. Ils m'ont informé que la perquisition avait révélé un petit outil recouvert de résidus correspondant aux marques d'effraction sur la bouteille de vin. L'objet semblait avoir été nettoyé à la hâte, mais des traces de la même substance que celles trouvées sur le bouchon étaient encore visibles. À cette nouvelle, j'ai ressenti un profond désarroi, car cette découverte anéantissait tout espoir que Lily puisse invoquer la négligence plutôt qu'une intention malveillante. Plus tard, Mark m'a contacté pour m'expliquer comment les inspecteurs l'avaient interrogé à nouveau, cette fois-ci en se concentrant sur des interactions subtiles qu'il avait négligées. Il a admis que leurs investigations l'avaient contraint à réévaluer des moments qu'il avait autrefois considérés comme de simples désaccords. Selon lui, Lily avait réagi vivement lorsqu'il l'avait encouragée à établir des limites plus saines avec moi. Il s'est rendu compte qu'elle transformait souvent de petites choses en insultes imaginaires, et que son ressentiment s'était amplifié à un point qu'il n'avait jamais imaginé jusqu'à ce que l'enquête le force à affronter la vérité. Sa voix était empreinte d'une tristesse contenue lorsqu'il a décrit l'effondrement des explications sur lesquelles il s'était appuyé pour comprendre leur mariage. À mesure que les preuves s'accumulaient, j'ai commencé à comprendre que Lily ne me considérait plus comme une sœur depuis longtemps. Les enquêteurs ont partagé leur interprétation, suggérant que le mobile découlait probablement d'une jalousie persistante, exacerbée par un besoin de contrôle. Et à ces mots, un malaise m'envahit. Je me suis souvenu de nos échanges passés où elle avait insisté sur ma loyauté, une loyauté qui dépassait largement les attentes habituelles entre frères et sœurs. Ces exigences m'avaient paru pesantes, mais familières. Dans le contexte de l'enquête, elles révélaient un état d'esprit façonné par la compétition plutôt que par les liens du sang. Les détectives ont expliqué que Lily tentait de justifier la présence de l'outil dans sa cachette. Pourtant, chaque version contredisait la précédente. Ces déclarations changeantes ont tellement nui à sa crédibilité que même les membres de sa famille qui l'avaient autrefois défendu ont commencé à se rétracter. Les relations familiales se sont envenimées, donnant lieu à des conversations tendues où le déni se heurtait aux aveux. Et bien que personne ne veuille croire que Lily était capable d'un tel mal, les preuves les ont contraints à renoncer à toute tentative d'édulcorer la vérité. Leur changement d'attitude s'est accentué au fur et à mesure que les informations continuaient d'affluer. J'ai vu la famille se confronter à l'inconfortable vérité. Les actes de Lily n'étaient pas le fruit d'une simple erreur.
Elle avait agi avec une intention bien précise, nourrie par un ressentiment tenace, et cette prise de conscience a fait voler en éclats des années d'excuses pour justifier son comportement. Je savais que cette acceptation allait fracturer leur relation pour longtemps. Pourtant, je savais aussi que cette clarté était douloureuse car elle offrait la seule voie possible. Quelques semaines plus tard, la tension autour de l'enquête était telle que chaque nouveau développement donnait l'impression que le sol se dérobait sous nos pieds. Je sentais que la situation commençait à remodeler les relations familiales. Et lorsque Mark m'a recontacté, sa voix portait une certitude épuisée qui laissait deviner qu'il avait atteint un point de rupture. Il m'a dit qu'il avait pris une décision qu'il avait trop longtemps repoussée, une décision qui allait tout changer concernant Lily et l'avenir qu'ils avaient autrefois envisagé ensemble. Mark expliqua qu'il avait demandé le divorce après avoir consulté son avocat. Bien qu'il ressentât une certaine tristesse face à l'échec de leur mariage, il reconnut que les preuves recueillies par les enquêteurs ne lui laissaient aucune chance de rester. Il confia qu'il ne se sentait plus en sécurité chez Lily, tant émotionnellement que juridiquement, et que son refus d'admettre toute faute l'avait convaincu qu'une réconciliation était impossible. Tandis qu'il décrivait la signature des documents définitifs, sa voix portait la sérénité de quelqu'un qui avait accepté une vérité douloureuse après des mois de tourmente. La réaction de Lily fut immédiate et explosive. Selon Mark, elle le confronta avec une colère qu'il ne lui avait jamais vue, insistant sur le fait qu'il l'avait trahi et l'accusant de comploter avec moi. Elle refusa d'accepter ses explications et tenta de nous rejeter toute la responsabilité, comme si admettre ses torts allait détruire la version de la réalité qu'elle s'était construite. Sa colère grandissante força Mark à quitter temporairement la maison, et il m'informa que les enquêteurs lui avaient conseillé de limiter au maximum tout contact non essentiel avec elle pendant la procédure. J'ai appris plus tard par les détectives qu'ils avaient émis des ordonnances de protection interdisant à Lily de me contacter directement. Cette nouvelle a provoqué chez moi un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Leur décision indiquait qu'ils jugeaient son comportement suffisamment imprévisible pour justifier des restrictions. Ils m'ont encouragé à continuer de documenter toute tentative indirecte de sa part, y compris les messages transmis par des proches ou via les réseaux sociaux. Bien que la situation me paraisse surréaliste, j'appréciais la clarté qu'apportait le fait de savoir que les limites étaient juridiquement contraignantes et non simplement implicites. Les réactions de la famille se sont intensifiées à mesure que le divorce devenait public. Certains membres de la famille qui avaient longtemps défendu Lily se sont retrouvés incapables de concilier leur soutien passé avec les preuves de plus en plus accablantes, tandis que d'autres peinaient à comprendre comment la situation avait pu dégénérer à ce point. Les conversations sont devenues tendues, des loyautés conflictuelles faisant surface. Pourtant, le changement s'est progressivement opéré dans une direction. Pour la première fois, mes parents et des membres de la famille de Mark ont exprimé leur soutien à la procédure judiciaire au lieu de justifier les agissements de Lily. Leur volonté de reconnaître la vérité a marqué un tournant inattendu, surtout après avoir été si souvent incités à maintenir la paix. Mark et moi sommes restés en contact tout au long de l'enquête, et chaque conversation révélait à quel point le comportement de Lily l'avait affecté. Il m'a expliqué que le divorce n'était pas simplement une réaction à l'incident de la bouteille de vin, mais plutôt l'aboutissement d'années de manipulations subtiles, de récits déformés et d'instabilité émotionnelle qui avaient guidé leur relation. L'enquête l'avait forcé à voir ces schémas clairement, et il a reconnu que sans cette pression extérieure, il aurait pu continuer à justifier son comportement indéfiniment. Pour moi, le poids émotionnel de la situation était plus lourd que je ne l'avais imaginé. L'ordonnance de protection offrait un réconfort tangible, mais elle confirmait aussi que le lien que je croyais indestructible s'était irrémédiablement détérioré. J'ai compris que maintenir le moindre contact avec Lily ne ferait qu'accroître l'instabilité, et accepter cette vérité m'a apporté à la fois tristesse et lucidité. Les enquêteurs m'ont rappelé que, dans ce genre de situation, la séparation servait souvent de base à la guérison plutôt que d'un acte d'abandon. Les événements de ces semaines m'ont permis de mieux comprendre à quel point le ressentiment pouvait se développer lorsqu'il n'était pas maîtrisé. Alors que la famille s'adaptait peu à peu à la nouvelle réalité, j'ai compris que prendre mes distances avec Lily était non seulement nécessaire, mais aussi crucial pour mon bien-être. L'effondrement de son mariage et les restrictions qui lui étaient imposées ont forcé chacun à affronter les conséquences de ses actes. Sans se voiler là un mois plus tard, j'ai enfin perçu toute la situation avec une clarté qui m'était jusque-là étrangère, comme si le chaos des dernières semaines avait fait remonter à la surface toutes les vérités cachées. L'enquête se poursuivait à un rythme régulier. Pourtant, la tempête émotionnelle qui m'avait submergé ne dictait plus mes pensées. Je sentais ma vie se reconstruire, petit à petit, et la distance prise avec le chaos m'offrait une perspective nouvelle et inattendue. Les enquêteurs m'ont informé que Lily avait été placée sous surveillance thérapeutique obligatoire après qu'une évaluation psychologique eût révélé des comportements obsessionnels et un ressentiment incontrôlé. La décision du tribunal exigeait qu'elle participe à des séances hebdomadaires,
Et elle avait été avertie que tout manquement à ses obligations entraînerait des mesures judiciaires supplémentaires. En repensant au conflit, j'ai compris à quel point j'étais resté trop longtemps lié à quelqu'un dont l'instabilité s'était progressivement enracinée dans ma vie. J'avais sous-estimé le poids que cela faisait peser sur moi, jusqu'à ce que tout converge vers un point de rupture inévitable. Peu après, j'ai appris que Marc avait déménagé pour créer une distance nécessaire. Lors d'un bref échange, il m'a confié que cet éloignement lui semblait indispensable pour commencer à reconstruire un semblant de normalité après le chaos émotionnel de son mariage. Il parlait calmement, mais la fatigue perceptible dans chacune de ses paroles révélait à quel point les années passées l'avaient épuisé. Pour ma part, les changements sont venus de manière plus discrète, mais tout aussi déterminante. J'ai instauré des limites claires au sein de ma famille et refusé désormais d'être celle qui absorbe chaque conflit ou qui maintient l'harmonie au détriment de sa propre stabilité. Des conversations qui, autrefois, me laissaient anxieuse prenaient maintenant fin rapidement, car je refusais de participer à des négociations émotionnelles inutiles. Ma routine est devenue plus paisible. L'absence de tension constante a laissé place à une version de moi-même plus ancrée, plus calme, plus solide. En réfléchissant au passé, une vérité douloureuse est devenue impossible à ignorer. Certaines personnes ne cherchent pas la réconciliation, mais le contrôle. Les événements liés à Lily ont définitivement brisé mes illusions. Ces actes étaient intentionnels, enracinés dans une rancœur bien antérieure à l'incident de la bouteille de vin. Comprendre cela m'a forcé à accepter que maintenir un lien avec elle n'était plus un acte de loyauté, mais une invitation à subir davantage de souffrance. J'ai donc coupé tout contact avec Lily. J'ai bloqué tous les canaux de communication et informé les autorités de ma volonté de maintenir les mesures de protection pour une durée indéterminée. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas d'échange final d'accusations. La relation s'est simplement dissoute sous le poids de tout ce qui s'était accumulé. Aussi douloureuse que fut cette décision, elle m'a apporté un immense sentiment de soulagement, semblable à la première respiration après être remonté à la surface d'une eau profonde. Durant les semaines suivantes, je me suis concentré sur la reconstruction de ma stabilité. J'ai passé davantage de temps avec des amis qui me ramenaient à l'essentiel, redécouvert des passions que j'avais négligées et goûté à la satisfaction tranquille de vivre sans craindre le prochain choc imprévisible. Le processus de guérison a été lent, mais chaque petit pas en avant me rappelait que survivre n'était pas l'unique objectif. La paix, autrefois hors de portée, faisait désormais partie de mon quotidien. En regardant le chemin parcouru, la conclusion s'est imposée d'elle-même. Mettre fin à ma relation avec Lily n'était pas une trahison familiale, mais une affirmation de mon droit à la sécurité, à la clarté et à la santé émotionnelle. C'était le début d'une vie qui ne serait plus façonnée par son chaos. Certaines leçons ne se révèlent que lorsque ceux en qui nous avions le plus confiance deviennent la source de notre plus grande douleur. J'ai appris que protéger son bien-être n'est pas égoïste et que les limites ne sont pas des punitions, mais des bouées de sauvetage. La loyauté familiale ne peut excuser un comportement destructeur, et le pardon ne peut remplacer la responsabilité. Lorsque quelqu'un choisit, encore et encore, l'amertume plutôt que l'amour, l'acte le plus courageux est de s'éloigner pour que la guérison puisse enfin commencer. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours difficile et d'avoir fait place à une histoire qui n'a jamais été simple à raconter. Votre soutien compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si une partie de cette expérience vous a touché, je vous invite à partager vos pensées ou votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin.